de recherche au CNRS, politologue, chargé de recherche et arabisant, on peut le dire aussi. On va parler évidemment de ce livre que vous publiez aux éditions de la Découverte. Deux mots sur évidemment à la fois ce conflit en Bosnie et celui en Tchétchénie. Point commun selon vous dans ces deux cas? Pour ne pas sortir de la logique de notre entretien, bien sûr ce sont des conflits qui ont énormément d'importance symbolique dans le monde musulman aujourd'hui, puisqu'ils mettent en scène deux formes de contentieux entre l'Occident et le monde musulman. En Tchétchénie, c'est évident. En Bosnie, ça l'est moins, mais ça reste pour beaucoup de musulmans l'exemple de l'incapacité de l'Occident à appliquer ses principes avec la même énergie selon qu'il s'agit de l'expansionnisme de l'Irak ou de l'expansionnisme de la Serbie. C'est-à-dire qu'à tort ou à raison, encore une fois, puisqu'on le voit aujourd'hui, la situation n'est pas simple, il est reproché à l'Occident de ne pas avoir mis une véritable volonté politique au service de la communauté agressée initialement, quand même, on peut le dire, dans l'ex-Yougoslavie, qui était la communauté musulmane de Bosnie-Herzégovine. Alors, on va évidemment parler de l'actualité liée au sujet qui nous intéresse. Dans cette actualité, il y a l'arrestation du bras droit du terroriste Carlos Johannes Weinreich, un Allemand de 47 ans. Il a été interpellé au Yémen. Il aurait d'ailleurs participé à plusieurs attentats menés en France. Puis dans l'actualité, encore un mort dans l'assaut qui a été donné ce matin par l'armée israélienne contre des activistes du Hamas. Ça s'est passé en Cisjordanie et un de ces activistes a trouvé la mort dans cet assaut. Et puis ce matin, une annonce, celle du ministre algérien de l'Intérieur, qui a confirmé que les deux dirigeants du FIS, Abbassi Madani et Ali Belhadj, sont bien toujours actuellement en prison. Il y avait, semble-t-il, des rumeurs qui couraient sur cette situation. Évidemment, l'Algérie, on pourrait dire, c'est toujours la même chose, cette course vers une violence effrénée, et puis une situation qui paraît complètement encore bloquée aujourd'hui, alors qu'on parle d'élections présidentielles pour bientôt. Le rappel des réservistes, évidemment, pour faire face, selon le pouvoir, à la menace intégriste. Est-ce que pour vous, et à travers l'analyse que vous en faites aujourd'hui, on est dans une voie de garage, j'allais dire, ou alors est-ce qu'on va enfin sortir du tunnel, quoi? Disons qu'on est dans une période que dans le court terme ou dans le moyen terme, à l'échelle de l'année 1995, on peut définir comme la période post-Rome, c'est-à-dire on est à 4 ou 5 mois d'un accord intervenu à Rome entre les grandes formations de l'opposition algérienne, incluant le FIS. Et puis on est à la fin de la campagne présidentielle française, donc on est à la fin d'une période où le rôle essentiel de la France a été gelé parce qu'il n'était de l'intérêt d'aucun des candidats de modifier un tant soit peu la position publique de la classe politique française sur un sujet dont on sait qu'il est très sensible dans l'opinion publique. Donc la dynamique va vraisemblablement reprendre maintenant, et dans le camp algérien, elle consiste pour le régime à crédibiliser l'idée qu'une solution politique pourrait être trouvée par des élections présidentielles qui se dérouleraient en l'absence des principaux intéressés, c'est-à-dire des représentants de la formation politique qui a remporté les deux scrutins précédents. Alors pourquoi on n'a pas donné plus d'écho que ça finalement à cette réunion de Rome dont vous parlez, qui était un peu un modèle de rassemblement d'hommes, de progressistes, d'islamistes modérés qui souhaitaient essayer de se réunir? Ils représentent quand même beaucoup en Algérie aujourd'hui. Cette réunion n'a pas été si mal accueillie que ça, puisque dans la classe politique française, l'ex-ministre des Affaires étrangères, qui depuis a progressé dans la hiérarchie politique, en a clairement soutenu le principe. Alain Juppé, oui. Alain Juppé. Il a été suivi par le ministre de la Défense de l'époque, qui intervenait moins en tant que ministre de la Défense que représentant d'une autre formation politique de la majorité, François Léotard. Et il a été suivi, et ça n'est pas rien, par le chef de l'État, qui a lui-même également cautionné cette démarche. Alors il est vrai que la réaction en Algérie, ça n'a pas été. Alors il est vrai que la réaction du pouvoir a été à la mesure des craintes qu'il a devant une solution politique. Il faut bien comprendre que le paradoxe dans lequel se trouve le régime algérien, c'est que malgré les rumeurs de discrédit du camp islamiste, il sait très bien qu'il ne peut toujours pas faire face avec quelques chances de succès à une élection libre. Donc il doit crédibiliser une solution qui lui épargne le verdict des urnes. Et son terrain, sa superficie politique se rétrécit de jour en jour à partir du moment où, bien sûr, non seulement son opposition naturelle, les islamistes, mais également le plus grand des partis kabyles, le FFS,
mais également des pans entiers de l'ancien parti unique, le FLN, et notamment la personne de son secrétaire général Abdelhamid Mehri, se dissocie de l'option du tout répressif et prône, quels qu'en soient les résultats, le retour à une solution politique. Oui. Alors, évidemment, cette solution, je veux dire, la présidente de la Ligue algérienne des droits de l'homme appelle à un vrai dialogue. Tout le monde, évidemment, souhaite le dialogue. Quand on voit, sauf évidemment, les militaires au pouvoir. Ouais. Le dernier chiffre qui est connu, mois de mai, 332 morts dans une vague d'attentats, un peu finalement, qui montre qu'il n'y a vraiment jamais eu une telle violence. C'est terrible. Disons que la période consécutive à Rome a effectivement coïncidé avec une intensification de la violence et je dirais aussi une intensification de la désinformation sur cette violence puisqu'il s'est agi de discréditer l'idée d'une possible solution politique. Ouais. Alors le président a lancé à nouveau un appel à des rencontres politiques en excluant le fils notamment. Ça vous paraît pas possible de continuer comme ça? Non, il ne me paraît pas possible de crédibiliser une solution politique qui tiendrait à l'écart une formation politique dont on sait qu'elle a à 2 reprises attesté de sa capacité à former des majorités électorales. Ouais. François Burgat, dans ce livre, L'islamisme en face, aux éditions La Découverte, vous allez même, j'allais dire, encore plus loin, parce que vous dites que c'est dans ces dynamiques-là, la poussée donc islamiste, que se dessinent les forces qui dirigeront les sociétés arabo-musulmanes du XXIe siècle. Et vous dites, rien ne permet aujourd'hui d'affirmer qu'elles le feront avec moins de talent ou d'efficacité, ou avec plus d'intolérance que celles qui les ont précédées. Pour vous, ça vous paraît complètement acquis, c'est-à-dire que les islamistes vont prendre le pouvoir en Algérie et même ailleurs. Pourvu qu'on s'entende sur la terminologie, pourvu qu'on s'entende sur le terme islamiste. Dans le monde arabe, il y a 2 dynamiques en cours. Il y a une banale dynamique de renouvellement des élites politiques. Les régimes qui sont au pouvoir, dans aucun pays de cette région, ne peuvent actuellement passer l'examen d'une élection libre. Aucun d'entre eux à une ou peut-être aucune exception près. Première dynamique. La deuxième dynamique, c'est une dynamique qui prolonge la dynamique de décolonisation et qui fait qu'en politique actuellement, si on utilise le vocabulaire de la culture musulmane, en termes de mobilisation, on est plus efficace que quand on se cantonne au vocabulaire qu'a employé la génération précédente. Alors ça, c'est les islamistes, les gens qui notamment utilisent ce besoin relativement naturel dans le contre-choc de la période coloniale de redonner à la terminologie de la culture musulmane son ambition à l'universalité, son ambition à se mesurer à égalité avec la culture occidentale. Alors dire qu'une nouvelle génération politique émerge dans le monde arabe, dire que les régimes sont usés et que donc inéluctablement ils devront céder la place, ça n'est pas annoncer l'apocalypse, c'est simplement prendre en compte 2 dynamiques relativement naturelles. Vous avez bien conscience, François Burgat, en disant ça, qu'évidemment vous pouvez choquer les intellectuels qui tombent, qui sont tués souvent, les journalistes, des gens pour qui cette solution signifierait peut-être l'exil. Alors, des intellectuels qui tombent, des gens qui sont victimes de la violence, il y en a énormément. Je crois qu'on commence tout doucement à s'apercevoir en France, et c'est une bonne chose, ça commence à transpirer dans les médias aux heures de grande écoute, qu'il faut faire la différence entre les communiqués du ministère de l'Information algérien, dont on connaît d'ailleurs les règles qui les guident, puisque ces règles ont été publiées. On n'a pas le droit de rendre compte des violences exercées par les islamistes contre des forces de sécurité. On ne doit rendre compte des violences que lorsqu'elles peuvent faire apparaître cette image extraordinairement simplificatrice qui voudrait qu'un camp ne s'en prendrait qu'aux enfants, aux vieillards, aux femmes et aux personnes sympathiques. C'est ce qu'on appelle les intégristes, vous différenciez évidemment des islamistes. Non, je dis simplement que les données factuelles permettant de se faire une idée à peu près correcte de la structure et de la distribution de la violence actuellement en Algérie ne nous parviennent pas, ou ne nous parviennent que de manière allusive et périphérique. Je ne prendrai qu'un seul exemple, puisqu'il a été publié dans un journal qui n'est pas moindre, qui est le journal Le Monde. C'est les témoignages des policiers algériens réfugiés en France qui ont attesté que leurs collègues, ils l'ont découvert, et ça a été pour eux traumatisant, étaient par dizaines, assassinés par les services de sécurité pour veiller à resserrer les rangs de cet appareil de sécurité et interdire toute possibilité de circulation ou de sympathie avec le camp opposé. Donc attention, la distribution de la violence n'est pas celle qui nous est transmise par les communiqués du ministère de l'Information. Des intellectuels, il en meurt par dizaines, par centaines, ils sont enseignants, ils sont journalistes, ils sont médecins et leur nom de ceux-là, de 10 contre 1, n'arrive pas à nos médias.
Ceux-là, ils sont versés dans la fosse commune des islamistes armés, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas de références socio-professionnelles, qui n'ont pas de mère, qui n'ont pas d'enfants pour les pleurer, dont on ne parle pas. Donc encore une fois, la violence, elle est largement distribuée entre les deux camps et pas toujours dans les proportions que l'on croit. En clair, qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite pour éviter que le sang ne continue de couler en Algérie? La perspective, c'est quoi? C'est encore des mois et il y a deux guerres qui se livrent violence actuellement en Algérie. Il y a une guerre militaire sur laquelle nous avons peu de prise, sauf bien sûr à cesser d'alimenter l'un des deux camps en armes. Mais je crois qu'on a dépassé ce moment-là. Mais il y a une autre guerre à laquelle je suis pour ma part tout aussi sensible, c'est la guerre de l'information. Il faut rétablir dans l'opinion publique française une perception rationnelle de ce qui se passe. Et pour cela, cesser une dérive qui a été la nôtre pendant un certain temps, qui consistait à confier le monopole de représentation de la population algérienne à la toute petite frange de cette population qui, dans la langue qui nous plaisait, nous disait ce qu'on avait envie d'entendre et qui très souvent, vous le constaterez facilement, se confondait avec l'intérêt de l'aile radicale du pouvoir algérien. Donc je crois qu'il faut nous donner la possibilité de nous construire une perception plus rationnelle du mouvement islamiste et à ce moment-là, nous nous apercevrons que notre réaction aujourd'hui à l'émergence du mouvement islamiste est à bien des égards aussi irrationnelle qu'en a été notre réaction face à l'émergence de la première expression du nationalisme, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'effet Laga. Est-ce que simplement la France peut ou doit favoriser le dialogue, ou est-ce que ce dialogue est simplement possible aujourd'hui en Algérie? Est-ce que on peut s'acheminer vers autre chose que simplement une victoire d'un camp sur l'autre? La France a des canaux de communication extrêmement importants et je crois que même hors du cas de figure de la pression au sens financier ou militaire ou technologique du terme, elle a des canaux de communication humains qui sont extrêmement importants. Elle peut et elle doit les utiliser. Et la solution qu'il faut éviter, c'est une victoire militaire. C'est une solution militaire parce qu'elle est mauvaise dans les deux cas. Victoire des éradicateurs, le pays s'enfonce dans une crise politique, dans une impasse politique. Le niveau de violence restera de toute façon suffisant pour griller ce pays en termes de communication avec son environnement international. Victoire des groupes armés, nous avons la frange radicale d'un mouvement qui arrive au pouvoir, qui ne doit rien à personne, et c'est effectivement un autre cas de figure difficile. Seule solution médiane, encore une fois, les acteurs existent, c'est retour à une gestion politique de la crise. Merci François Burgat d'être venu aujourd'hui en direct. Donc, je vous rappelle le titre de votre livre, L'islamisme en France, aux éditions La Découverte. L'islamisme en face. En face, pardon, excusez-moi, lapsus. Merci François Burgat encore. Pour terminer ce journal, je vous propose